Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première émission Génération Scanner dans les locaux de Vedia. Alors Génération Scanner, qu'est-ce que c'est? C'est la première émission, donc on va quand même vous expliquer ce que c'est. Génération, parce qu'on va parler d'une génération qui a énormément de choses à dire, mais qui n'est pas toujours assez écoutée. Et Scanner, c'est une SBL qui organise ici l'émission avec Vedia, qui va dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles chercher des jeunes pour promouvoir leurs paroles, la mettre en avant sur différents médias et voir ce que cette société fait et fera pour la jeunesse. C'est donc en toute logique qu'aujourd'hui, avec les personnes qui sont derrière moi, on va parler de sujets sensibles aux jeunes. C'est parti. On est donc parti pour la toute première émission Génération Scanner avec Fortuné, Pierre et Nermine. Alors je vais vous demander évidemment comment vous vous sentez pour cette première émission. Mais avant tout, j'aimerais dire qu'on va parler d'écologie. Aujourd'hui, c'est le thème principal de tout ce mois-ci. Scanner va aborder l'écologie, que ce soit en radio, en écrit et ici maintenant à la vidéo ici. Mais on aura quand même un angle pour cette émission que je ne vais pas dévoiler tout de suite. Je vais vous poser une question qui paraît un petit peu innocente comme ça, mais vous verrez qu'elle a tout à voir. Alors d'abord, Fortuné, comment tu vas ? Je vais très bien, très excité de commencer ici. Mais je suis un peu malade, qui dit printemps dit pollen, donc un peu affaibli, mais sinon je vais très bien. Les allergies, on connaît bien ça. La petite question que j'aimerais bien te poser, c'est qu'est-ce que tu as mangé à midi ? Rien de compliqué, j'ai mangé du riz, du poulet et des légumes. Ah, de quoi faire du sport, du coup. On a aussi Pierre. Pierre, comment tu te sens ? Franchement, super, pas stressé. Après tout, on est entre potes, on se connaît, on est des jeunes. C'est ça ça. va bien. Et puis on se met à l'aise. Et toi, Pierre, du coup, c'est quoi que tu as mangé à midi ? Même question. Moi, j'ai mangé des pâtes bolo le reste d'hier. Comme ça, on évite le gaspillage. C'est pas Voilà, plus le mal. gaspillage, c'est très bien. Et enfin, Nermine, est-ce que tu n'es pas trop stressée pour cette première émission ? Je ne suis absolument pas stressée. J'ai très hâte de discuter avec vous. On va avoir de très très belles discussions. J'espère. On va voir ça. Et toi, même chose, même question. Qu'est-ce que tu as mangé ce midi ? J'ai mangé un sandwich tomate avocat. Voilà, donc le but, évidemment, c'est pas forcément de savoir évidemment ce que vous avez mangé ce midi, mais c'est de faire un lien avec la thématique du jour qui est, entre guillemets, une sorte de sous-angle de l'écologie. Mais pour ça, je vais laisser Fortuné présenter son chiffre qui va nous parler d'écologie. Rien de très compliqué, hein. Je vais vous présenter un chiffre, et puis vous essayerez de deviner à quoi ça correspond. On va faire un tour de table, et à l'issue, je vais donner la réponse et donner une explication. Donc on va commencer tout de suite. 2022, on va commencer avec Nermine. Pour toi, ça te dit quoi ? Pour moi, 2022, déjà, c'est une année, c'est sûr et certain. Ce serait peut-être l'année où l'impact écologique de l'homme aurait été la plus minime. Je sais, je suis très très optimiste, mais... Oui, ça peut être ça. Et toi, Pierre, t'en penses quoi ? Alors, récemment, j'ai vu à quel point les prix ont augmenté énormément. Du coup, je me dis peut-être que 2022, c'est le record battu du plus haut prix du grain. Pourquoi pas ? Et toi, Robin ? Pour moi aussi, déjà 2022, pour moi, je suis d'accord avec vous, c'est une année. Pour moi, c'est une sorte de point de rupture. Alors, puisqu'on parle d'écologie, j'ai envie de dire peut-être que le truc où on a passé ce point de rupture où on ne saurait plus rien faire, ou peut-être avec plus d'optimisme, de se dire on avait passé le Covid juste après 2022, peut-être que c'est avec le plus faible impact, peut-être c'est possible, ou plus gros. Vous avez bien deviné, c'est une année, mais comme vous savez tous, je fais du droit, donc j'aime beaucoup le droit. Donc on va un peu plus être au niveau du droit. 2022, en fait, c'est l'année de l'adoption par le gouvernement wallon, donc le gouvernement de la région wallonne, du plan Food Wallonia. C'est quoi ce plan ? C'est un plan de 19 actions pour mener la Wallonie vers un système alimentaire durable. Et il a été créé par le Collège wallon de l'alimentation durable. Faisons un peu d'histoire. En 2019, lorsque le gouvernement actuel est entré en fonction, dans sa déclaration de politique régionale, c'est quoi la déclaration de politique régionale ? En fait, il y a la feuille de route du gouvernement avec les objectifs à atteindre. Il y avait l'objectif de rendre le système agroalimentaire wallon plus durable. Et le gouvernement wallon ne voulait pas faire les choses par lui-même. Il a décidé de créer une structure, et cette structure, c'est le Collège wallon d'alimentation durable. 19 actions. Ces 19 actions contribuent aux 6 objectifs stratégiques du référentiel. Et en fait, comment on a décidé d'avoir ces six objectifs ? Comme j'ai dit, l'objectif principal, le premier, le but, c'est de rendre le système agroalimentaire durable. On a décidé de fixer 6 objectifs. Comment on les a fixés ? On a fait appel
à des producteurs, à des distributeurs, à des consommateurs. On a fait appel au pouvoir public, également appel au monde académique, donc les professeurs. Et donc tous ensemble, on a décidé des objectifs qui vont nous permettre d'atteindre notre but initial. Et ce plan est également structuré en 3 ambitions collectives. Pourquoi 3 ambitions collectives? Comme j'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir un changement systémique. Et pour avoir un changement systémique, il faut que les actions soient mises en œuvre de façon transversale et systémique. Tout ce que je viens d'expliquer semble un peu compliqué, donc je vais donner un exemple. Parmi nos 6 objectifs, on a l'objectif de garantir la disponibilité et l'accès de tous à une alimentation relevant d'un système alimentaire durable. Prenons l'exemple d'un producteur qui produit des produits bio. Ce producteur-là, on va le financer et pour favoriser ses productions, comme ça, il va avoir beaucoup de production. Lorsque ça va se retrouver en magasin, par un jeu d'offres et de demandes, les prix vont baisser, donc le consommateur aura accès à ces produits-là. Mais vous vous rendez bien compte, là, on ne touche pas toute la population. Il y a des jeunes, des étudiants qui sont en situation de précarité. Et moi-même, je suis étudiant et je sais que ce n'est pas simple tous les jours. Et bien ce jeune-là, et c'est là qu'intervient les 3 ambitions. Parmi les 3 ambitions, on a l'ambition de partager les saveurs. Et que va permettre cette ambition? Ce jeune, lorsqu'il va aller dans les points où on distribue les colis alimentaires, on va non seulement permettre à ce jeune d'avoir accès à des produits de bonne qualité, mais on va également l'inciter à consommer ce genre de produits. Ainsi, on va pouvoir toucher le consommateur normal, le jeune en situation de précarité, on pourra toucher toute la société. On va donc parler d'alimentation, hein, tu l'as dit Fortuné, grâce à ce chiffre, à cette année au final. Parler d'alimentation, donc en fait le sujet qui découle ici de l'écologie, c'est l'impact du secteur agroalimentaire sur l'environnement. Alors bon, vous le savez, dans cette société-ci, on est tout le temps noyé d'informations, on en voit partout, que ce soit à la radio, à la TV, sur les réseaux, on en reçoit tout le temps, tout au long de la journée. Et en fait, on ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est sourcé ou non. Et c'est pour ça que Pierre a fait ses petites recherches. Tu as été nous chercher du coup 3 infos ou 3 intox, donc 3 désinformations, et on va essayer de démêler le vrai du faux avec toi. Oui, tout à fait. Donc Info Intox, c'est un petit jeu. On va jouer comme ça. On va essayer de se creuser les méninges, essayer de sortir des sentiers battus. Donc je vous ai trouvé soit des vérités que j'ai trouvées en faisant des recherches, soit des mensonges que je vous ai concoctés. Donc à chacun votre tour, vous allez essayer de trouver est-ce que c'était une info ou est-ce que c'est une intox. Peut-être qu'on va apprendre des choses intéressantes, des trucs surprenants. Du coup, la première info. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou pas, le bétail, la production de bétail produit 21% des gaz à effet de serre? Alors, Fortuné, tu as une idée? Je sais que c'est une grosse partie des productions des gaz à effet de serre. 21%, pourquoi pas, donc je dirais un faux. Ok. Moi, je dirais que c'est quand même beaucoup, parce que quand je sais que les voitures, c'est 9%, les avions, c'est 4%, 21%, ça me paraît énorme. Donc moi, je dirais intox. Ok, c'est vrai que c'est beaucoup. Pareil, c'est vrai que c'est énorme. 21% juste pour le bétail, j'y crois pas trop. Du coup, je dirais intox aussi. Eh bien, c'était une intox. 21%, en effet, c'est énorme. Et en réalité, ça ne correspond pas à la production de bétail, mais en fait, c'est le chiffre qui indique la production des industries. C'est vraiment le rejet des industries, ça. En réalité, donc, le transport, par exemple, c'est en tout, parce que là, tu parlais des voitures, mais en tout, le transport, c'est 28% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, c'est pas forcément CO2, c'est méthane, c'est tout ça. Le bétail, en réalité, c'est 3,9%, ce qui m'a semblé en fait, je ne m'attendais pas à voir ce chiffre-là, moi, je ne sais pas vous. Quoi, le pourcentage de méthane dans les gaz à effet de serre? C'est pas c'est de gaz à effet de serre. Okay. Dont le méthane en fait bien partie, évidemment. Et les cultures, elles, c'est 4,7%. Ok. Donc, voilà, en fait, je sais pas, quand on parle de véganisme, etc., on entend beaucoup parler de... Alors, évidemment, c'est une part importante qu'il faut essayer de baisser, mais j'ai l'impression que les chiffres ne reflètent pas vraiment à quel point on insiste dessus. Je sais pas ce que tu en penses, Fortuné. T'es étonné ou pas? En fait, moi, je me disais, vu comment on produit de la viande, je me disais que le chiffre allait être un peu plus élevé que... Tu as dit 9... C'est 3,9%. Ouais, 3,9%, pour moi, c'est pas grand-chose. Je pensais que ça allait être un peu plus grand que ça, mais... Ouais. Et quand on voit aussi
là, c'est vraiment juste pour le bétail. Donc, c'est quand même très, très niche. Quand on pense à tout ce qui est textile, les industries, les transports, tout ça, ça reste quand même déjà une belle part que juste pour le bétail, ce soit 4%. Après, aussi toutes les questions éthiques qui se posent notamment à ce secteur-là, quoi. Ah oui, complètement, évidemment. Réduire sa consommation de viande, je pense que c'est quand même un pas que la plupart des gens de notre génération fait. Le fait de manger une viande à tous les repas, ça devient de plus en plus rare, quoi. Mais au final, est-ce que c'est vraiment le point le plus important sur l'idée d'être plus écologique dans son alimentation? On va y réfléchir peut-être avec la prochaine info ou intox. Ouais. À votre avis, si je vous dis environ 1/3 de la nourriture produite dans le monde est gaspillée, c'est une vérité ou c'est un mensonge? Ton avis, Nermine? Je sais qu'il y a très longtemps, j'ai entendu une information comme quoi, aux alentours de... Enfin, je ne me rappelle plus trop du pourcentage, mais je sais que c'était beaucoup plus que 60% de la nourriture. Donc, 1/3, pour moi, ça me paraît peu. Mais après, je me base sur mes connaissances. Et en même temps, d'un côté, je me dis qu'1/3, c'est déjà énorme. Donc, je ne sais pas. Et puis, j'ai vu le regard de Fortuné. Donc, je pense que je vais dire... Faut choisir. Info, allez, info. Okay. Moi, je dirais info aussi. Parce que déjà, quand on voit rien que la quantité d'eau qu'il faut pour ne fût-ce que fabriquer un vêtement, on peut se dire que de l'eau, du coup, c'est aussi une denrée alimentaire. Moi, je dirais que c'est une info. On gaspille énormément. Après, ça fait quand même mal au cœur de se dire que ça, un sandwich sur 3 pourrait être jeté, alors qu'il y a énormément de famine dans le monde, quoi. En fait, pour rejoindre ce qu'a dit Robin, en fait, moi, pour le fait que tu as dit qu'en fait, il y a énormément de familles dans le monde, je vais dire intox parce que ça me paraît délirant qu'on puisse jeter 1/3 des productions. Ouais. C'est énorme, quoi. Donc, je vais dire intox en espérant avoir foi en l'humanité. Ouais, c'est délirant, je suis tout à fait d'accord. Pourtant, c'est une info. Oh là là. Wow. 1/3, oui, de la nourriture produite est gaspillée. Grande partie vient d'ailleurs des consommateurs de nos poubelles au final. C'est vraiment une estimation qui a été calculée comme ça. On estime qu'en 2019, les estimations étaient que 931 millions de tonnes avaient été générées donc de gaspillage. Et le pourcentage de gaz à effet de serre que tout ça produit, c'est entre 8 et 10%. Donc beaucoup plus que la production de cette nourriture au final. Ouais. Donc, moi, en faisant toutes mes recherches, au final, je me suis dit, est-ce que le plus gros problème, le plus facile peut-être pour le consommateur, pour tous les jeunes, à régler avec ce qu'on peut, c'est quand même le gaspillage. Il y a tellement d'efforts à faire de tout le monde là-dedans. Enfin, je sais pas, moi, ça me donne le tournis. Et on va d'ailleurs passer à la dernière info ou intox. Donc, les applications de pesticides ont été réduites de 95% depuis 1960. À votre avis? Fortuné. 95%, c'est beaucoup. J'ai pris des chiffres qui donnent le tournis. Tu sais juste répéter l'info ou l'intox? C'est ça. Donc, les applications de pesticides, depuis 1960, ont été réduites de 95%. Alors moi, je dirais intox. Enfin, je pense qu'on utilise moins, mais 95%, ça me paraît énorme. C'est-à-dire que tout va bien, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Moi, je dirais intox aussi, mais dans le sens où c'est beaucoup plus pour moi. C'est pas qu'elles ont été réduites. Pour moi, tu as joué là-dessus. Pour moi, elles ont été augmentées de 95% parce qu'on produit de plus en plus pour de plus en plus de monde, de plus en plus vite aussi. Et même si à l'arrivée du bio, pour moi, ça ne concurrence pas. Je suis totalement d'accord avec les deux. Je pense que c'est intox. 95%, c'est beaucoup trop en termes de réduction. Et ça pourrait être une augmentation. Je suis totalement d'accord avec eux. Eh bien, surprise, c'était une info. Et oui. C'est une info. Quoi? C'est une info. Alors là... Aussi surprenant que ça puisse paraître, depuis 1960, on a énormément réduit. En fait, j'ai mis cette info justement pour me dire, pour dire que des progrès, on en a quand même fait pas mal. Parce il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore énormément d'efforts à faire dans tous les trucs, mais dans le combat contre le pesticide, il y a tellement de choses qui ont été faites. Donc évidemment, je ne sais pas si la quantité générale a été baissée ou augmentée. Au final, peut-être
comme tu dis, Robin, les exploitations sont de plus en plus grandes. Peut-être que plus, au final, en tout, de pesticides a été utilisé. Ok. Mais par parcelle, non, ça a été réduit énormément. On a interdit des centaines et des centaines de produits qui étaient trop toxiques. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on a introduit un nouveau pesticide, il y a au moins une centaine de contrôles qui sont faits dessus. Ça doit être prouvé qu'il n'y a pas de danger pour la santé, pas trop en tout cas de danger pour le consommateur. Et voilà, on espère qu'on va encore faire beaucoup de progrès là-dedans. Est-ce que vous êtes surpris par ce chiffre ? C'est quand même assez étonnant de se dire on a diminué autant tout en sachant que même le bio, au final, ils utilisent quand même des pesticides qui sont des pesticides qui respectent la faune et la flore, mais ils en utilisent quand même. Donc, et qu'avec une industrie qui produit de plus en plus et de plus en plus vite, c'est vachement étonnant. Et c'est des chiffres qui concernent le monde ou qui concernent l'Europe ? Parce que je sais que l'UE travaille là-dessus, mais... Je pense que c'est l'Europe, hein. C'est l'Europe Ok. spécifiquement. Ok, ça, je Dans le comprends. monde, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je peux comprendre pour l'Europe parce que je sais que l'UE, il y a eu vraiment une politique en fait d'essayer d'user de ces pesticides. Et moi, en fait, je trouve ça hyper alarmant en fait qu'on ait baissé de 95%, mais que lorsqu'on regarde ce qu'on mange, ça n'a pas l'air très écologique tout ce qu'on mange. Donc, mais après, voilà, c'est une bonne chose. Mais comme tu as dit, voilà, c'est bien pour l'UE. Mais dans le reste du monde, peut-être que c'est pas la même chose et c'est vrai que c'est un peu dommage. À la limite, c'est moins rassurant pour nous que très inquiétant pour nos parents qui ont mangé du coup on ne sait quoi. C'est ça, je me dis qu'en 1960, les 95% en plus qu'ils ont de Je me demande ce qu'ils maintenant. mangeaient, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangent du charbon, du bois. Ils mangeaient de l'arsenic. Ils mangeaient de l'arsenic. Écoutez, justement, on parle de manger, on parle de produits qui ont des pesticides ou non. Les personnes qui produisent que ce soit le bétail, mais aussi qui produisent tout ce qui est le blé, tout ça, on en a beaucoup en Belgique. Je parle évidemment des agriculteurs. Et dans la prochaine séquence, d'accord ou pas d'accord, on va parler d'eux. Alors, dans la séquence d'accord ou pas d'accord, vous le savez, on va parler des agriculteurs. Les agriculteurs, pour le moment, ils sont en colère. On les a vus pas mal dans les rues il n'y a pas très longtemps. Ils étaient en train de revendiquer beaucoup de revendications, que ce soit aux autorités, que ce soit les petites autorités, mais aussi les grandes autorités comme l'Union européenne. On les a vus bloquer des routes, on les a vus déverser du fumier sur des places devant des administrations. Et si vous ne vous rappelez pas, on se fait un petit rappel en images. Arrive au bon moment, lui. Il faudrait d'abord que les politiques comprennent que tout ne tombe pas du ciel, que c'est facile derrière un bureau de faire des lois, de ne pas se rendre sur place, de ne pas comprendre l'agriculteur, de ne pas comprendre le jeune qui se lance. Et puis alors les normes, quand on a une vote en direct, les conditions pour pouvoir vendre sont tellement compliquées que c'est des heures et des heures de travail pour 3 fois rien, quoi. Vous l'avez vu, donc c'est pas une situation facile que vivent là pour le moment les agriculteurs. Ils le revendiquent beaucoup. Encore il n'y a pas très longtemps, ils étaient encore dans les rues. Ça continue de revendiquer. Les politiques commencent à un petit peu changer des choses pour eux. Mais la question de la manifestation, c'est quelque chose qu'on entend énormément. On entend des grèves, on entend des manifestations un peu partout. Est-ce que pour vous, c'est légitime? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord vis-à-vis de ces manifestations des agriculteurs? Moi, en tout cas, je suis complètement d'accord. Je pense même que c'est hyper important que... Enfin, ça m'étonne même qu'il ne l'ait pas fait avant, mais il faut dire qu'avec les traités qui ont failli être signés, je pense plutôt, de libre-échange, où ils sont complètement démunis face à la concurrence venue des autres pays, où les agriculteurs, ils doivent... ici, comme on en parlait avec les pesticides, ils n'ont plus accès à grand-chose et du coup, leur production en pâtit énormément parce que qui dit moins de pesticides dit beaucoup de pertes dans les récoltes. Du coup, ils doivent vendre leurs récoltes plus chères, alors que ailleurs, que ce soit
outre-Atlantique, en Amérique, etc., au Canada, là, leur production est beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de quantité produite pour moins de coûts. Voilà, si jamais on commence à acheter là-bas et à ne pas prendre soin de nos agriculteurs ici, comme on voulait qu'ils s'en sortent, c'est pour ça que j'applaudis vraiment le fait qu'ils fassent tout ça, qu'ils se fassent entendre enfin, pour qu'on prenne enfin un peu conscience que c'est urgent, que c'est grave, qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, quoi. Oui, moi, quand je vois ce genre d'image, je me dis, en fait, c'est des personnes qui ne savent plus quoi faire. Parce que quand on décide de manifester, en fait, je pense que les fermiers, ils préféreraient être avec leurs animaux, en fait, que d'être dans nos routes à bloquer les choses pour faire entendre leur voix. Et voilà, quoi, moi, je suis totalement avec les fermiers. Et je pense qu'ils auraient pu commencer leur action bien plus tôt. Ils ont été très, très patients, ils ont été très compréhensibles. Mais là, voilà, c'est qu'en fait, ils ont vu qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils ne sont plus entendus. On voit que d'un côté, on leur dit produisez d'une meilleure façon. Comme j'ai parlé lors de ma séquence de chiffres, on les incite à produire de façon durable. Mais de l'autre côté, on signe des traités avec des pays qui, concrètement, ne s'intéressent pas à ce genre de pratiques. Donc il y a de la concurrence déloyale et c'est injuste en fait, c'est une situation injuste et je comprends totalement leur position. Toi aussi, Nermine, tu es d'accord avec eux? Je suis totalement d'accord avec eux. Je trouve qu'ils ont des droits et c'est pas juste de ne pas leur permettre déjà juste de manifester. Je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi la plupart des gens râlent du fait qu'ils manifestent alors que eux aussi pourraient manifester. Enfin, je comprends pas la polémique qu'il y a là-dessus et puis je trouve qu'ils sont dans leurs droits, que énormément d'agriculteurs souffrent de la pauvreté, de la précarité et je sais pas, c'est eux qui nous produisent de la nourriture et je vois pas pourquoi on devrait décider que eux ne devraient pas parler, seraient juste là à produire et après nous on va chercher ailleurs. Je trouve que c'est injuste. Donc au niveau du combat, vous êtes d'accord, mais est-ce que peut-être aussi au niveau de la forme, vous êtes aussi d'accord? Parce que voilà, il y a eu des kilomètres de bouchons, il y a eu quand même pas mal de fumier qui a été mis sur des places publiques. Est-ce que c'est la bonne technique pour vous, pour le faire, pour faire passer un message? Est-ce qu'il faut passer par là? Ou est-ce que, comme dans toute manifestation, dans toute grève, il y a toujours des abus? J'ai envie de te dire, nous qui habitons à Liège, on connaît les embouteillages, donc ça n'a pas changé quelque chose à notre quotidien. Mais non, quand tu manifestes, tu as envie de te faire entendre. Et si personne t'écoute, il faut attirer l'attention. Et comment attirer l'attention? Ici, plus ou moins, tout le monde travaille. Tout le monde prend les routes pour aller dans son lieu de travail. Donc, inévitablement, si, pour aller dans ton lieu de travail, tu te rends compte que tu es bloqué, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu es bloqué. Tu vas voir qu'il y a les agriculteurs, tu vas leur demander pourquoi ils manifestent et tu sauras c'est quoi leur revendication. Donc, l'effet de nuisance, les agriculteurs sont en fait obligés de recourir à l'effet de nuisance pour pouvoir faire entendre leurs paroles. Mais est-ce qu'ils touchent les bonnes personnes en faisant ça? Oui. Parce que si jamais toi tu es dans l'embouteillage, au final, c'est pas toi qui peux décider de leur sort. Mais finalement, tu seras quand même... On est dans une démocratie. Qui va élire les politiques? C'est nous. Donc si on est sensible à leurs revendications, lorsqu'on va aller voter, on y réfléchira à deux fois. Oui, puis je pense qu'en tant que consommateur, c'était aussi leur but de montrer que les consommateurs ont aussi leur part de responsabilité dans tout ça. Parce que quand on va au magasin et qu'on voit un poulet qui vient d'Argentine et un poulet qui vient de Belgique, voilà, en fait, on dirait que ça dépend des jours. Si on veut un beau poulet fermier et qu'on veut faire un bon repas, on va prendre celui de Belgique. Par contre, le filet de poulet le moins cher... ça nous suffit pour tous les autres jours de la semaine, peu importe d'où il vient. Et je pense que c'est aussi à ça qu'ils voulaient appuyer. Mais voilà, ça c'est sûr que ça pose d'autres questions au niveau économique, budgétaire, etc. D'ailleurs, une de leurs revendications, c'est qu'en fait, on facilite un petit peu les importations qui viennent d'ailleurs, au final. Donc tu dis qu'un poulet qui viendrait d'un pays tiers, peu importe lequel, il serait facilité. Donc en gros, son prix serait moins cher qu'un Belge, mais que la qualité... la meilleure resterait quand même le local. OK. Ouais. Et au niveau, une autre question, je vais peut-être me tourner vers toi, Nermine. Une autre question, une de leurs revendications, tu en as parlé tantôt, Pierre, c'est les pesticides. C'est-à-dire, en fait, ils peuvent de moins en moins en utiliser, puisque on a des objectifs durables. Il y a des pesticides qui sont interdits pour la faune, d'autres qui sont interdits pour la flore, d'autres pour les deux. Mais ils demandent de pouvoir l'utiliser pour pouvoir suivre la cadence des gros producteurs, des producteurs qui sont internationaux.
pour toi, est-ce que c'est quand même pas faire aussi marche arrière pour certains combats, d'utiliser des pesticides? Je suis un petit peu d'accord avec toi, c'est faire forcément marche arrière, mais ils n'ont pas trop le choix. C'est soit ils font marche arrière et ils gagnent un minimum pour pouvoir continuer dans leur travail, soit ils restent là où ils sont et à un moment donné, il y a un point de non-retour où ils ne peuvent plus rien faire et ils doivent juste subir. Ouais. Donc c'est soit ils décident de réutiliser plus de pesticides, oulala, soit ils se font concurrencer et ils souffrent. Et je pense que ce n'est pas à eux de devoir demander ça, je pense que c'est aux politiques de faire en sorte que ça se rééquilibre. Donc c'est un mal pour un bien, entre guillemets, pour toi. Oui. Ok. Vous êtes du même avis? Je pense qu'au final, le plus gros problème, c'est pas autant qu'ils soient forcés d'utiliser moins de pesticides. Le problème, c'est que les concurrents des autres pays, eux, n'ont pas du tout ce besoin-là. Et que quand on les achète là-bas, on leur demande pas la même qualité, tout simplement. Je pense qu'en fait, c'est le problème, c'est un problème de concurrence déloyale. Je pense que c'est juste ça, parce que si le monde entier était soumis aux mêmes normes écologiques, environnementaux, je pense que nos agriculteurs ne manifesteront pas. Mais c'est juste que voilà, ici on nous dit voilà, faut produire comme ça, et puis l'Union européenne c'est grand, mais le monde c'est encore plus grand. Donc ils se font concurrencer par plus de pays, mais des pays qui facilitent en fait des productions en utilisant plus de pesticides. Donc évidemment, ils vont moins produire que les autres. Donc c'est juste, pour moi, c'est une question purement liée à la concurrence déloyale. Ouais, il faudrait un moyen de mettre tout le monde d'accord, mais ça te semble tellement difficile et compliqué. Mais justement, je vais peut-être revenir vers toi, Fortuné. Donc ici, j'ai parlé des pesticides. Le thème principal de l'émission, c'est l'impact du secteur agroalimentaire sur l'écologie. Ici, les pesticides, OK, il y a concurrence déloyale et tout ça. Mais est-ce que justement, ça n'a pas un impact négatif? Tu l'as dit, Pierre, que l'environnement, le secteur agroalimentaire a un mauvais impact sur l'environnement et qui est assez conséquent. Justement, là, ce n'est pas une marche arrière. Ou alors, c'est peut-être se dire, oui, OK, on utilise des pesticides aussi en Belgique, mais comparé à l'impact de tous ces producteurs internationaux et de ces multinationales qui créent énormément, est-ce que justement, là, on n'y gagnerait pas, nous, à utiliser des pesticides au local? En fait, moi, il faut voir le problème il y a deux faces. Pour moi, il y a l'aspect écologique et puis il y a l'aspect économique. Pour moi, tu peux pas faire l'un sans l'autre. Tu peux pas demander aux gens de consommer ou de produire de façon durable sans pour autant garantir leur suivi économique. Et donc, évidemment que c'est une marche en arrière. Enfin, il n'y a pas besoin de faire des études incroyables pour comprendre ça. Mais d'un autre côté, les gens doivent vivre, en fait. C'est ça le problème. Et les agriculteurs ne vivent pas. Et c'est ça le problème. Vous pensez qu'il n'y a pas une autre solution que d'utiliser des pesticides au final pour augmenter la production belge? Peut-être Nermine ou Pierre? Je pense que peut-être diminuer l'import-export des autres productions et de mettre en avant la production locale parce qu'elle est vraiment pas mise en avant. On met toujours en avant tout ce qui est importé et on met de côté tout ce qui est local parce que c'est plus cher, du coup ça se vend beaucoup moins. Je trouve que si on mettait beaucoup plus en avant, on permettrait aux autres ou alors on pourrait aussi comme Fortuné l'a dit dans ses recommandations, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis, le fait de permettre aux agriculteurs de plus produire et au niveau des personnes de diminuer le prix pour qu'ils puissent acheter. C'est bien que tu parles du local parce que justement c'est une de leurs revendications. Pourquoi est-ce qu'on faciliterait la vie à des producteurs étrangers, surtout des producteurs qui pour le moment sont en problème, que ce soit au niveau de la géopolitique, on ne citera pas de nom. Mais du coup on importe énormément de leurs produits. Alors qu'au final, on a ces produits ici, peut-être pour les aider, mais on ne s'aide pas à l'intérieur. Justement, on va parler du local dans la séquence Dans la rue, où Constance est venue vous trouver pour savoir si vous consommez local ou non. Salut la team, ce mois-ci, l'émission porte sur l'industrie agroalimentaire et avec la team Génération Scanner, on a décidé d'interroger les jeunes sur leurs habitudes alimentaires. Est-ce que les jeunes sont soucieux de consommer local et bio? Pour le découvrir, je vous emmène avec moi à la Médiacité. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous consommez le plus souvent quand vous allez faire vos courses? Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes,
Des wraps. Des culottes, des légumes, de la viande, un peu de tout. Ouais, de la salade, du filet de poulet. Un peu de tout en fait, j'ai des enfants donc un peu de tout aussi. Les trucs basiques, les pâtes, les patates. De la tomate, un peu de tout en fait. Je varie un peu. Les légumes que tu mets dans tes repas, est-ce que il y a des critères auxquels tu fais attention quand tu les achètes? Oui, l'emballage des produits, jamais les produits emballés. Je prends pas le temps de faire attention. Après, j'essaye de prendre des trucs frais quand même, mais... Juste s'ils sont pas pourris, mais à part ça... Bah au prix surtout. Alors je regarde d'où ils viennent et je choisis en fonction. Donc comme les fraises, si ça vient d'Espagne, j'achète pas forcément. Que si ça vient de Belgique, là je les prends. Où est-ce que tu fais tes courses habituellement? Je fais mes courses un peu partout, à part pour les fruits et les légumes, bah je vais au marché. Plutôt chez Aldi, chez Lidl. Ok, et quand tu vas là-bas, pourquoi est-ce que tu décides d'aller C'est plus près de chez moi. Si j'ai le temps, je vais aussi chez un légumier ou un truc comme ça, au lieu d'aller au Lidl. Lidl ou Deleuze aussi. Ou Colruyt des fois. Merci aux jeunes interrogés de s'être prêtés à l'exercice. Alors la team, prêt à débattre? C'était Constance pour la séquence dans la rue. À la prochaine! Et merci donc Constance d'avoir été trouver tous ces jeunes dans la rue pour savoir un peu quelles sont leurs habitudes de consommation. Et vous, ici, autour de la table, on l'a entendu, le local, le prix, les supermarchés, les producteurs locaux. Vous, est-ce que vous faites attention au local dans vos courses? J'en fais... Enfin, c'est jamais moi qui fais les courses. Ouais. Je suis une hors course. Je déteste ça, faire les courses. Non, ma mère, elle fait quand même un minimum attention. Et elle aime beaucoup aller au marché, acheter tout ce qui est fruits et légumes. Elle passe toutes ses après-midi là-bas, enfin tous les matins. Tant mieux pour elle, écoute. Tant mieux pour elle. Pierre, est-ce que toi tu fais attention ou peut-être quelqu'un dans ta famille fait attention? Honnêtement, moi je fais vraiment... À l'écologie, le label bio, etc., je fais vraiment pas du tout attention. Peut-être parce que je sais pas, je suis en bonne santé, donc au final c'est peut-être pas quelque chose qui me tracasse plus que ça. Et avant tout, il faut qu'on pense à notre portefeuille. Souvent les produits bio sont extrêmement chers et malheureusement... il faut faire des sacrifices, il faut faire des choix et les sacrifices sont pas toujours faciles à faire, je trouve. Ok, et toi Fortuné? Pour rejoindre un peu ce que Pierre vient de dire, en fait, les produits bio, le problème, c'est vraiment au niveau de l'accessibilité, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Mais ce que moi, j'essaie de faire de mon niveau, en fait, c'est d'éviter les produits transformés, en fait. Ouais. J'essaie, en fait, de... Par exemple, maintenant, parce que j'adore le houmous, en fait, maintenant, je fais moi-même mon houmous, au lieu d'acheter le houmous déjà fait. Donc, en fait, j'essaie de faire de petits changements. Moi, je pense que en y mettant tous du sien, en faisant des petits changements, on pourra tous y arriver. Donc j'essaie de commencer à vraiment éviter les produits transformés. Mais pour vous, quand même, donc toi, tu l'as dit, les produits transformés, on est dans un souci écologique, mais aussi peut-être aussi de ton alimentation pour ta santé. Mm-hmm. Mais pour vous, le nerf de la guerre, c'est le prix, plutôt? Clairement, le prix. Enfin, comme je dis souvent, déjà... Essayons d'avoir des trucs non bio qui sont payables et après peut-être on pourra penser à s'acheter des produits bio. Mais là, la plupart des gens, ils vont faire leurs courses déjà pour leur caddie de base sans penser à tout ça, à toutes ces considérations. Ils ont déjà beaucoup de mal à payer et à toucher les deux bouts. Donc non, clairement, d'abord améliorer le pouvoir d'achat. Après, on pourra, nous, citoyens, penser au bio, je pense. C'est ça, quoi. Prenons par exemple juste une famille de 5 personnes. Une famille de 5 personnes ne pourra... Enfin, à part si on prend non plus... on ne va pas prendre non plus les personnes les plus riches du monde. Elle ne pourrait... j'arrive pas à parler. Pour faire des choix entre le bio et le traditionnel. Oui. C'est impossible. Il y a des choix à faire. C'est soit essayer de nourrir tout le monde équitablement pour qu'ils soient tous bien, en bonne santé, un minimum, soit... aller acheter bio et perdre son argent. Enfin, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Du coup, plein de personnes ne peuvent pas se permettre de faire ça, alors que c'est pas une question de pas avoir envie ou quoi. Mais quand on y réfléchit, en soi, un pesticide, ça c'est pour aussi faciliter la production. Donc quelqu'un qui utilise des pesticides, souvent les plus nocifs, va produire beaucoup plus, tandis que quelqu'un qui produit moins utilise moins de produits nocifs. Mais donc ces personnes qui produisent moins, elles doivent tout autant gagner de l'argent, donc au final, elles vont devoir mettre ses prix plus chers. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ou alors que ce soit les politiques ou quoi, qu'est-ce qui peut être fait pour
diminuer le prix du bio, voire peut-être même augmenter le prix du traditionnel. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour vous? Ici, quand j'ai fait ma présentation, j'ai parlé du fait qu'en fait, il fallait favoriser les personnes qui produisent ces produits bio. Et en fait, pour moi, je pense qu'il faut sortir sortir de la logique qui serait purement libérale où chacun... on produit avec nos moyens. Non, moi, je pense que les pouvoirs publics peuvent vraiment financer les productions bio parce que sinon, on ne pourra pas y arriver. Je pense que à chaque fois qu'il y a eu un changement dans le monde, c'est parce que les pouvoirs publics ont poussé vers d'un côté ou de l'autre. Et donc, pour le bio, en fait, il faut que les pouvoirs publics poussent. Parce que si tu ne permets pas à des personnes de produire bio et plus, je veux dire, c'est mathématique, c'est l'offre et la demande. S'il y a moins de produits bio, les prix vont être hauts. S'il y a plus de produits bio, les prix vont baisser. C'est aussi simple que ça, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'au final aussi, la grande surface a énormément de contrôle là-dessus. On voit que les agriculteurs ont dit que leurs bio sont trop chers, mais au final, pour nous qui achetons dans le magasin, c'est trop cher, mais pour eux, quand ils le vendent, c'est pas eux qui décident du prix, en fait. C'est la grande surface qui décide du prix. C'est d'ailleurs un des seuls trucs où c'est l'acheteur qui impose le prix. Ce que je trouve assez aberrant, et que d'ailleurs c'est une des revendications qu'ils ont, il faut absolument que la politique s'en mêle et force les grandes surfaces à rehausser les prix pour les agriculteurs et à ne pas se faire des profits gigantesques comme ça sur le dos de tout le monde au final. Tu parles des grandes surfaces, parce que peut-être imposer, je vais en citer plusieurs pour ne pas en citer qu'une, imposer à Delhaize, Lidl, Aldi, Colruyt de pouvoir baisser les prix, ça peut être fait, ok, mais comment est-ce que c'est possible pour les producteurs locaux de pouvoir faire ça aussi? Comment est-ce qu'on pourrait imposer, ou du moins faciliter la tâche aux producteurs locaux, où il y en a plein un peu partout? On ne va pas aller dans leurs petites échoppes, leur dire, écoutez, ce prix-là, on vous le diminue, on vous donne quelques euros. Là, même à ce niveau-là, très local, qu'est-ce qui pourrait être fait au final? Par les autorités publiques ou même par les gens, au final? J'ai l'impression que déjà, pour les producteurs locaux, le premier problème, c'est l'accessibilité. Donc, je pense que si jamais tu es capable d'aller jusqu'à un producteur local, le prix va rarement te déranger. Et quand tu vas chez tes producteurs locaux, il y a plein de raisons qui font que le fait que le prix est un peu plus haut qu'en supermarché, c'est moins grave, ça choque moins. Parce que tes œufs, là, tu sais exactement d'où ils viennent, tu les vois, tu as le contact avec la personne. Et du coup, je sais pas si... Moi, le fait que ça soit un peu plus cher chez les producteurs locaux, ça me choque pas tant que ça, en fait. Et donc, pour vous, vraiment, le truc qui pose problème, alors, c'est le prix. Parce que quand on y réfléchit, les importations, ça vous coûte peut-être un petit peu moins cher, mais à l'environnement, c'est une catastrophe d'importer autant. Mais aussi, pour votre santé, c'est mieux, ça fait vivre la Belgique. Donc, tout ça, mais même, tu l'as dit, tu as parlé d'humain aussi, tu rencontres quelqu'un, il y a quelqu'un en face de toi. Tout ça, c'est pas des arguments assez bons pour pouvoir, en fait, au final, laisser passer un petit peu du prix? Ça reste un frein pour vous? Oui, parce que, j'ai envie de dire, l'argent est défini, l'argent n'est pas fini. Si tu gagnes 1 500 € par mois, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, il faut te nourrir. Et se nourrir, c'est se nourrir pendant 30 mois, pendant 30 jours. Et tu peux pas te permettre, en fait, de faire des courses qui vont durer une semaine, mais qui vendent des produits bio, si à la fin, tu n'as plus rien à manger. Donc, je pense que pour moi, il y a des secteurs où il faut financer parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça. Si un producteur local a des prix qui sont un peu plus hauts, c'est parce que la production a coûté plus cher. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu veux que les prix baissent, il faut que les prix de production baissent aussi. Et c'est là, moi, je suis désolé, mais les pouvoirs publics doivent intervenir parce que je sais qu'il y a des subventions, on essaie de favoriser ce genre de choses, mais en fait, c'est compliqué. Un producteur local ne peut pas être coté en bourse. Comme ça, il va y avoir des financements d'autres pays. Tu vois, il y a des secteurs où, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, en fait, les pouvoirs publics sont obligés de financer parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des fonds pour pouvoir baisser les coûts de production. Donc, si je devais résumer, là, ce serait de se dire... Autant qu'on peut, on va vers du local, on va vers du bio parce que c'est mieux pour un peu tout le monde, au final, que ce soit les agriculteurs belges, mais aussi pour notre santé, pour l'écologie, pour l'économie belge. Mais c'est pas forcément possible pour tout le monde et donc c'est là que la politique doit intervenir. Nermine, tu es d'accord avec cette conclusion que je viens de faire?
Je suis d'accord avec toi. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. Super. Ah ben, justement, c'est toi qui vas pouvoir enchaîner parce qu'on va passer à ta séquence où en fait, c'est très bien de parler des problèmes, un petit peu de notre monde, d'en débattre. Mais après, il faut se dire qu'est-ce qu'on peut faire après. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce qu'on vient de dire, quels sont les enseignements. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait après dans la séquence What's Next. Pour vous informer, je vous propose de regarder le film Don't Look Up, qui est sorti en 2021. Ça raconte l'histoire de 2 scientifiques qui vont découvrir qu'une comète tueuse de planètes va s'abattre sur la Terre dans les 6 mois. Ils décident donc de prendre toute leur énergie et de faire le tour des médias pour informer le public. Sauf qu'ils vont se retrouver devant le déni, le sarcasme et la moquerie des autres. Ce film, c'est un parallèle avec la crise écologique qu'il y a actuellement. En moment de crise, que font les politiques, les riches et les médias ? L'un préfère consacrer son temps à sa réélection, l'autre ne veut sauver que sa peau, et les médias le prennent avec sarcasme. C'est un blockbuster qui se moque de la fin du monde tout en nous permettant de nous questionner sur la crise que nous traversons. C'est vrai que c'est un film qu'on peut voir qui est assez... On peut le voir un petit peu avec humour, c'est assez marrant, mais quand on comprend le fond, moi personnellement, c'est un film qui m'a mis à terre. Le soir, j'avais quasiment pas à dormir tellement ça m'a fait peur. Vous l'avez vu, vous, le film ? Ouais, il met très mal à l'aise. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est une comédie, il y a beaucoup de gags, mais c'est que des rires jaunes qu'on fait en fait. C'est genre, ah, ce serait très drôle, on va tous mourir, super. Parce que c'est vraiment très ancré au final dans notre réalité, de se dire, on agit vraiment comme ça. C'est un petit peu exagéré parce que c'est un peu américain, mais c'est vraiment comme ça. Donc là, effectivement, s'informer, n'hésitez pas aussi à aller voir aussi sur Internet, à vous renseigner, à lire beaucoup aussi sur le sujet de l'écologie, mais aussi de l'agroalimentaire. Ça peut être intéressant. Deuxième axe sur lequel on peut travailler pour avancer dans le combat, c'est évidemment de s'engager. Pour vous engager, National Geographic vous propose 26 façons différentes de réduire votre impact écologique. Comme par exemple de réduire sa consommation de plastique en mangeant dans des récipients réutilisables. Comme par exemple, on parlait tantôt des producteurs locaux, on pourrait aller avec une boîte en plastique et par exemple aller chercher leurs céréales là-bas, nos céréales là-bas. On pourrait alors, ou un autre exemple, prendre des cotons réutilisables pour se démaquiller. C'est plusieurs petites actions qui ne changeront pas grand-chose dans notre vie et qui amélioreront pourtant la Terre. Comme Neil Armstrong l'a dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Voilà, même si les missions dans l'espace, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique. Et le troisième axe, donc on s'informe, on s'engage, et après, évidemment, quand on sait tout ça, quand on agit tout ça, il reste une chose à faire, c'est d'y croire. Je vous propose de passer en revue le rapport Bruxelles en transition, les jeunes en action. Il a été établi par le Forum des jeunes, porte-parole des jeunes francophones belges âgés de 16 à 30 ans, afin de savoir comment mieux impliquer les jeunes bruxellois et bruxelloises dans la transition climatique. Au-delà de l'importance de ce rapport, qui mentionne notamment que 90% des répondants se sentent concernés par les enjeux environnementaux, je voulais aussi mettre en lumière les actions de ce forum qui a comme mission d'écouter les voix des jeunes, mais également la participation des jeunes au cœur de ces actions. C'est un projet par les jeunes, fait pour les jeunes, les rendant acteurs et actrices de la société. Et cette action montre qu'il y a énormément d'espoir. Par les jeunes, pour les jeunes, c'est aussi un peu le slogan au final de Scanner, l'association qui vient de vous présenter cette émission. Merci beaucoup Nermine pour cette dernière rubrique. Merci aussi à Pierre et Fortuné. Vous avez bien aimé cette première émission, ce premier test au final chez Vedia? Ouais, franchement c'était super cool. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon avis et débattre avec mes amis. Moi j'ai appris plein de choses hyper intéressantes. J'espère que je vous ai appris des choses aussi, vous aussi à la maison. Et j'espère qu'on en fera plein et que ce sera, qu'un jour on fêtera la 100e émission peut-être. Espérons croiser les doigts. Et toi Nermine, c'est ta J'ai énormément envie de continuer à débattre avec vous parce que c'était super intéressant. Même si j'étais un tout petit peu stressée, je pense que ça s'est un petit peu vu. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup, je vous remercie. Je remercie aussi les personnes qui nous ont suivis ici derrière leur écran. Merci donc d'avoir participé à cette toute première émission. On espère qu'elle vous a plu, que vous continuerez de vous informer sur des sujets ici comme l'environnement, l'écologie,
l'écologie, mais aussi le secteur agroalimentaire qui est pour le moment vachement en crise. Donc il est important d'en parler, de s'informer et aussi de suivre Scanner parce que chez Scanner, on en parle beaucoup, que ce soit des sujets de l'écologie, mais aussi du féminisme, du genre, de la migration, des sujets qui concernent toujours les jeunes. Les jeunes ont beaucoup de choses à dire, donc ouvrez vos oreilles pour qu'ils puissent ouvrir leur bouche. Merci beaucoup. Suivez-nous sur nos réseaux. Vous le voyez sur votre écran, c'est scan-r.be sur toutes les plateformes normalement. À très bientôt. On se voit le mois prochain pour une prochaine thématique. Merci beaucoup.